Bonjour, bonsoir tout le monde, en fonction de l'heure. On va peut-être commencer. Je vois qu'on a 80 participants dans la salle. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est organisé par le programme d'appui mondial au PNA, du PNUD et du PNUE et le NAP Global Network, et qui porte sur le suivi et l'évaluation de l'adaptation dans le cadre du PNA. Donc, mon nom est Julie Teng, je suis spécialiste technique au sein du programme du NAP-GSP et je travaille pour le PNUD. Donc, comme je le disais, ce webinaire est organisé avec le NAP Global Network. Et nous sommes donc deux réseaux qui appuient les pays depuis quelques années sur l'avancement des PNA. Cette question du suivi-évaluation est très importante dans le cas du PNA, surtout au fur et à mesure que les pays avancent dans l'adaptation et avancent dans leur PNA, et notamment en particulier cette année dans le cadre, peut-être l'année prochaine, puisque la COP a été repoussée, mais dans le cadre des révisions des CDN, dans l'avancement des questions autour du cadre de transparence de l'accord de Paris. Et donc c'est extrêmement important de faire le suivi et le rapportage des progrès en adaptation. Et c'est également très important dans le cadre de toutes les questions du Covid et du relèvement vert et de l'alignement avec les cadres de développement, avec les ODD, etc. Voilà, au cours de cet atelier, aujourd'hui, on va pouvoir parler de trois questions principales autour de la manière dont on définit les métriques, les indicateurs pour faire le suivi de l'adaptation, la manière dont on peut mettre en place le suivi et évaluation et comment ces systèmes peuvent être alignés sur les autres systèmes de suivi et évaluation dans les pays, mais également donc comment on peut aligner ces systèmes dans le cadre du relèvement au Covid, de la réduction des risques de catastrophes, des ODD, etc. Diapositive suivante. Catherine, je vais te donner la parole pour donner quelques points techniques. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui, pendant ce webinaire, nous allons faire une petite discussion de groupe, un exercice pour explorer trois sujets différents par rapport au suivi et à l'évaluation du progrès d'adaptation par rapport au PNA. Pour bien vous attribuer au sujet que vous avez choisi dans la forme d'inscription pour ce webinaire, s'il vous plaît, prenez un moment pour vous renommer dans Zoom pour bien mettre votre prénom et votre nom de famille. Alors, vous pouvez faire ça en pesant le bouton « Renommer » ou en anglais « Rename » si votre Zoom est en anglais, et enregistrer votre prénom et nom de famille. Si vous ne voyez pas l'option de peser le bouton « Renommer », vous avez juste à peser le bouton « More » en anglais ou « Plus » en français. Et ça devrait être là. Alors, merci beaucoup. Et nous allons faire ça très bientôt, l'exercice. Donc, prochaine diapo. Donc, juste pour commencer, une petite introduction du programme d'appui mondial au PNA, qui est donc un programme qui est mis en œuvre par le PNUD et le PNUE depuis 2014 et qui a trois composantes. Une composante d'appui au pays, où on appuie les pays sur des requêtes spécifiques, au départ plutôt pour identifier et sensibiliser les parties prenantes principales au PNA. Et puis petit à petit, c'est aussi pour identifier les priorités et les lacunes principales et les aider à mobiliser des financements. Dans une seconde composante, on a organisé des ateliers régionaux dans toutes les régions pour les pays les moins avancés, francophones et non francophones, mais aussi pour les autres pays en développement. Donc, on a eu des ateliers dans toutes les régions, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Europe également. Et enfin, on a une composante de partage des connaissances avec un site où on présente les progrès de différents pays, où on a des fiches pays qui permettent aussi de faire le point sur ce que les pays ont pu faire, et aussi l'organisation de webinaires comme celui-ci pour des échanges sud-sud et nord-sud. Prochaine diapo. Next slide. Donc, voilà, donc le programme aujourd'hui
Ça va être 3 présentations qui vont vous permettre d'un petit peu comprendre de quoi il s'agit. Et vous allez aussi avoir l'exemple de 2 pays qui ont un petit peu avancé sur leur système de suivi et évaluation. Donc, on va commencer par Patrick Gerda du NERP Global Network qui va faire une présentation d'ensemble sur la question. Ensuite, M. Jean-Douglas Anaman qui est de la Côte d'Ivoire et qui va parler notamment d'une initiative sur les matrices d'adaptation en Côte d'Ivoire. Et enfin, M. Aruna du Burkina Faso qui va parler des défis que son pays a pu rencontrer en la matière. Cela sera suivi par une séance de questions-réponses. Vous allez pouvoir écrire vos questions dans la boîte de questions. Et par la suite, vous allez être divisé par groupe, comme sur la base de ce que vous avez sélectionné quand vous vous êtes inscrit. Et ensuite, on fera une séance de questions-réponses. La prochaine diapo. On va donc déjà commencer par la présentation de Patrick Gerda. Patrick, je te donne la parole. Oui, merci Julie et bonjour tout le monde. Je m'appelle donc Patrick Gerda et je suis membre du secrétariat du réseau mondial de PNA ou NAP Global Network en anglais, qui est hébergé par l'Institut international du développement durable. Et au nom du réseau mondial de PNA, je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes et à tous au webinaire d'aujourd'hui. La présentation qui suit, elle vise à offrir une introduction sur la thématique du suivi, l'évaluation et l'apprentissage de l'adaptation dans le contexte du processus de PNA et aussi pour partager quelques leçons et tendances que nous avons pu observer dans les pays que nous appuyons. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Ouais, voilà, merci. Donc, juste rapidement, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore familiers, le Réseau mondial de PNA est une initiative qui a été créée en 2014 et qui vise à soutenir les pays en développement dans l'avancement de leur processus de PNA. Et à ce jour, il relie plus de 140 pays, le financement du réseau étant fourni par l'Allemagne, les États-Unis, le Canada et l'Autriche. Et à travers nos activités, tout d'abord, nous soutenons l'action au niveau national. Nous avons déjà fourni une assistance technique sur les processus de PNA dans 40 pays. Nous facilitons également l'apprentissage et les échanges entre pairs sur les processus de PNA. Et enfin, nous développons aussi constamment des analyses et des produits de communication et de connaissances sur ce qui rend une planification nationale de l'adaptation efficace. Prochaine diapo. Alors, le suivi, l'évaluation et l'apprentissage sont des éléments essentiels pour pouvoir suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques, des plans, des investissements et aussi des interventions liées à l'adaptation. Ils peuvent aussi aider à déterminer la réduction des vulnérabilités et s'il y a eu, oui ou non, une amélioration de la capacité des pays à se préparer et à répondre aux impacts des changements climatiques dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Et les pays peuvent mettre l'accent soit sur le suivi, l'évaluation ou l'apprentissage selon les objectifs fixés. Prochaine diapo. Et alors, justement, en parlant d'objectifs, les systèmes de suivi, évaluation et apprentissage de l'adaptation vont généralement suivre un ou plusieurs des objectifs suivants. On a donc la gestion adaptive, la responsabilité et la compliance. Et avoir une idée très claire de ces objectifs et de l'utilisation du dispositif de suivi et d'évaluation dès le départ va permettre d'en assurer son bon fonctionnement tout au long du processus et aussi renforcer la participation active des acteurs impliqués. Oui, prochaine diapo. Alors, quels sont les défis majeurs? Tout d'abord, il y a le fait que l'adaptation soit intrinsèquement liée à un contexte particulier et qu'il n'existe pas d'indicateur de succès au niveau global, comme pour les mesures d'atténuation avec les tonnes de CO2. Et les dispositifs et les indicateurs pour l'adaptation doivent donc être adaptés aux besoins et au contexte de chaque pays.
Un autre défi, c'est le déroulement du changement climatique qui se fait sur une échelle temporelle très longue. Et bien sûr aussi, il y a l'incertitude liée aux impacts réels du changement climatique. Et enfin, il y a aussi l'existence d'autres facteurs tels que le changement socio-économique et la dégradation de l'environnement non lié au climat, comme par exemple pour l'érosion côtière, qui est affectée par plusieurs facteurs, et ce qui va rendre difficile de déterminer si un changement peut être directement attribué à une action d'adaptation spécifique. Prochaine diapo. Le réseau mondial de PNA soutient de nombreux pays sur cette thématique et offre donc un soutien adapté aux besoins et à l'approche de l'adaptation de chaque pays, qu'il s'agisse de faire un état des lieux, de développer des indicateurs, de faire du renforcement de capacités, de la gestion de données ou bien des rapports d'avancement. Le but est toujours de s'assurer que les dispositifs de suivi, évaluation et apprentissage soient conçus et opérationnalisés afin de renforcer le processus de PNA de chaque pays. Prochaine diapo. Voilà. Il n'y a donc pas d'approche unique, mais il y a quand même, dans tous les cas, quelques questions de base à se poser avant de se lancer dans la conception d'un dispositif de suivi et d'évaluation, parce que c'est vrai qu'il y a souvent ce désir de tout de suite vouloir commencer avec le développement d'indicateurs, mais avant cela, il est important, par exemple, de tout d'abord déterminer la finalité du dispositif. Quels sont les objectifs, à quoi vont servir les résultats et comment vont-ils être communiqués. Il est bien aussi d'être clair sur quelles méthodes et outils vont être utilisés pour collecter et analyser les données et informations. Quelles sont les parties prenantes qui doivent être impliquées dans le développement et l'opérationnalisation du système de suivi et d'évaluation. Et enfin, il est important d'identifier assez tôt quelles seront les ressources humaines et financières nécessaires. Et dans le guide méthodologique que vous voyez ici à l'écran, sur le suivi et l'évaluation de l'adaptation, développé par l'IIDD et la GIZ, nous avons réparti ces questions de réflexion dans les 4 éléments suivants. Prochaine diapo. Alors, tout d'abord, au milieu, on aura le contexte d'un système de suivi et d'évaluation qui va informer les autres éléments. Numéro 2, on va chercher à identifier le contenu ou ce qui doit être suivi. Numéro 3, on va concevoir le processus d'opérationnalisation. Et enfin, numéro 4, on va décider de la façon dont les résultats seront présentés. Prochaine diapo. Alors, tout d'abord, on commence avec le contexte, où on va chercher à bien comprendre quels sont les liens entre l'adaptation et le contexte politique plus large. Il est fort possible que des plans ou des politiques liées au changement climatique et à l'adaptation soient déjà en place et comportent un mandat pour le suivi et l'évaluation. On pourra alors voir s'il y a, par exemple, la possibilité d'intégrer ou de lier le système de suivi et évaluation de l'adaptation avec les systèmes de suivi et d'évaluation existants. Un exemple concret, au pays de la Grenade, nous avons récemment soutenu une analyse technique pour servir de base justement à la conceptualisation du dispositif de suivi et d'évaluation pour le PNA. Le but étant de faire un état des lieux des dispositifs existants à l'échelle nationale et sectorielle, de voir quelles sont les lacunes et solutions potentielles, et aussi de voir quels sont les outils, sources de données et indicateurs déjà en place afin de réduire la duplication d'efforts. Sur la finalité, sur la finalité, on en a parlé tout à l'heure, mais de nouveau, quels sont les objectifs du système de suivi et d'évaluation et comment vont être utilisées les informations générées par le dispositif. Et enfin, l'identification des niveaux d'application va aider à définir la portée du système de suivi et d'évaluation et aussi assurer l'implication de toutes les parties prenantes. Prochaine diapo. Oui. Alors, oui, pardon. Dans le contenu, on va retrouver tout ce qui se rapporte à la conception du système de suivi et d'évaluation. Tout d'abord, quel sera le focus du système? Est-ce qu'on va suivre le processus, les résultats stratégiques d'adaptation ou bien les deux?
S'agissant des données, informations et indicateurs, il faudra bien être réaliste par rapport aux objectifs, par rapport au niveau d'application et à la quantité d'acteurs requis pour faire la collecte et l'analyse. Et à ce niveau-là, on a remarqué justement que certains pays se lancent dans des systèmes beaucoup trop complexes et ambitieux, ce qui par la suite rend l'opérationnalisation très difficile, voire impossible. Et enfin, il y a bien entendu besoin d'établir les bases de données de référence pour pouvoir comparer les indicateurs recueillis au fur et à mesure. Prochaine diapo. Ici, juste une petite illustration pour rappeler de l'importance de toujours commencer par regarder sur ce qui est déjà disponible en termes de données et d'informations. Les données secondaires, si elles sont pertinentes et fiables, bien sûr, elles peuvent faire économiser de l'argent et du temps. Et bien sûr, elles peuvent être complétées selon les besoins. Voilà. Au niveau de l'opérationnalisation, on va chercher à bien définir les rôles et responsabilités des institutions et des acteurs impliqués et quelles seront les ressources nécessaires. On déterminera également les étapes relatives à la collecte et à la synthèse des données requises. Là, par exemple, au Pérou, nous avons soutenu le développement d'une plateforme virtuelle pour la collecte et l'analyse des données qui servira justement à faire le suivi de leurs indicateurs d'adaptation qui sont répartis dans leurs 5 secteurs prioritaires. Et donc, pour cela, il aura fallu définir des questions liées, par exemple, à l'accès à la plateforme, la sécurité, l'interopérabilité, les responsabilités, le langage informatique utilisé, ou encore comment sera faite la gestion centrale des données. Prochaine diapo. Et enfin, pour terminer, donc ça c'était le numéro 4, pour ce qui est de la communication, donc en gros, il s'agit de la façon dont on va présenter et diffuser les résultats, c'est-à-dire les informations qui sont générées par le dispositif de suivi et d'évaluation. Là, juste un petit exemple de Kiribati, où nous avons soutenu le développement d'un rapport d'état des lieux de leur PNA. Et ce rapport offre une évaluation des progrès réalisés sur chacune des stratégies prioritaires, ainsi que d'offrir des recommandations pour renforcer le processus de mise en œuvre. La prochaine diapo. Alors, le temps et les budgets ne sont pas infinis. Il est donc bien de se limiter strictement à ce qui est nécessaire et suffisant. La surcharge d'informations est aussi un danger qui peut, en fin de compte, ralentir le processus et peser sur les capacités et ressources à disposition, et donc réduire l'efficacité du dispositif. Alors, de nouveau, avant de développer des rapports et avant chaque étape, bien garder en tête quels sont les objectifs, les publics cibles et les ressources à disposition. Voilà, juste encore quelques réflexions basées sur ce que nous avons pu observer dans les pays, et certaines répètent ce que j'ai déjà mentionné plus tôt, mais je crois que cela mérite d'être dit. Donc, tout d'abord, avant de développer des indicateurs, bien être au clair sur quel est le but, quelles méthodes et outils vont être utilisés, quelles sont les ressources nécessaires et disponibles. Aussi, bien impliquer les parties prenantes dans la conception du système de suivi et d'évaluation afin d'encourager dès le départ la responsabilisation et la collaboration pour le rendre opérationnel par la suite. Il faudra donc prévoir suffisamment de temps pour développer une compréhension commune du contexte d'adaptation et du processus de PNA. Et là, par exemple, la théorie du changement est un outil qui peut permettre de déterminer en groupe quels seront les résultats que l'on espère atteindre. Il est aussi important de construire sur ce qui existe déjà, donc utiliser les ressources et données existantes, compléter aux besoins et harmoniser si possible avec d'autres processus comme la CDN pour éviter les doublons. Et là-dessus, nous aurons tout à l'heure l'exemple du Burkina Faso. Réduire la complexité, je l'ai mentionné déjà, mais il faut commencer simple, se concentrer vraiment sur les priorités en tenant compte des ressources disponibles. Il y a la possibilité de commencer peut-être par un secteur et de développer ça par étapes. Et enfin, il faudra faire un effort continu de sensibilisation du rôle du suivi et de l'évaluation dans l'adaptation. Cela inclut donc de tenir régulièrement des formations
et de développer peut-être un guide pour informer le personnel technique et les décideurs. Voilà donc pour cette introduction au sujet. Je vous remercie beaucoup pour toute votre attention et nous allons donc maintenant poursuivre ce webinaire avec les exemples de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Douglas, je te passe la parole. Douglas. Merci beaucoup, Julie. Bonjour, bonsoir, chers participants, chers collègues. Je suis Jean-Douglas Anaman, coordonnateur du projet NAP-GCF, Côte d'Ivoire PNUD. Alors, je voudrais déjà dire merci au NAP-GSP parce que c'est avec le NAP-GSP que nous avons commencé les premières activités sur le développement des activités d'adaptation en Côte d'Ivoire, surtout l'évaluation, l'état des lieux en termes d'adaptation au niveau national. Je remercie également le NAP-GSP dont je fais partie, bien entendu, du comité de pilotage. Et on a bénéficié aussi de l'appui du NAP-GSP sur les indicateurs de garantie, de prise en compte du genre dans l'adaptation au changement climatique. Et donc, c'est avec plaisir que je vais faire donc l'économie de cette présentation qui va rappeler brièvement le contexte donc en termes d'évolution des indicateurs de mesure donc de l'adaptation en Côte d'Ivoire. Déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faut retenir, c'est que le processus PNA a certes démarré en Côte d'Ivoire en 2015, mais a connu donc un aboutissement avec l'appui du GCF sur la mise en place des ressources donc pour préparer le plan national d'adaptation au changement climatique. Bien entendu, dans le cadre donc, de ce plan national d'adaptation au changement climatique, il y a beaucoup de choses qui seront faites, notamment la mise en place d'un dispositif MRV donc, qui est adossé donc, à un portail, un outil web. Mais je voudrais, avec votre permission, rappeler déjà le contexte. Il est bon qu'on puisse noter déjà pour plusieurs pays, mais également pour la Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, d'accord. Également pour la Côte d'Ivoire, que pour plusieurs pays d'ailleurs. Nous sommes donc dans le processus de révision des contributions déterminées au niveau national. Donc là, je parle vraiment du contexte en termes d'indicateurs de suivi de l'adaptation. Et donc, dans le cadre de la révision de ces contributions déterminées au niveau national, il y aura le développement d'un ensemble d'indicateurs qui devraient donc permettre de suivre les actions d'adaptation identifiées et qui seront donc mises en œuvre dans le cadre des CDN. Oui, diapo. Bien avant, diapo avant. OK, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre du projet adaptation donc financé par le Fonds vert et mis en œuvre par le PNUD, il y aura également un outil MRV du suivi du progrès des activités et donc, qui seront mises en œuvre. Et ce système MRV sera structuré autour, bien entendu, d'un groupe de travail déjà qui a été mis en place. Donc, il y a un groupe de travail national qui réfléchit déjà sur le dispositif MRV donc à mettre en place pour la Côte d'Ivoire. Et ce dispositif MRV aura donc 3 volets essentiels, le volet financement, le volet atténuation et le volet adaptation. Le volet adaptation qui est pris en compte donc, par le projet NAP-GCF, le volet financement qui est pris en compte par un autre programme de préparation du Fonds vert pour le climat et le volet atténuation qui est pris en compte par l'initiative CBIT du FEM. Donc, tous ces éléments vont concourir donc, au dispositif MRV national. Mais le focus sera fait dans le cadre du processus PNA sur l'adaptation. Et également, un volet donc, de ce dispositif MRV sera donc adressé au niveau de la révision des CDN. Diapo? OK. Donc, bien entendu, on entend par MRV atténuation, la quantification des émissions absorption au niveau des gaz à effet de serre.
MRV adaptation, bien entendu, le suivi donc, des actions d'adaptation, et MRV financement, le suivi donc de tous les appuis donc, qui concourent, bien entendu, à la mise en œuvre des actions de lutte contre les changements climatiques. Alors, mais comme j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un groupe de travail national qui est déjà mis en place sur le MRV, et nous sommes déjà en train de collecter un certain nombre d'initiatives sur lesquelles les dispositifs MRV, les dispositifs de suivi des actions d'adaptation seront donc bâtis. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, hier, nous participions à la mise en place d'une plateforme informatisée qui permet donc de suivre les actions identifiées dans ce qu'on appelle le programme national d'investissement agricole. Donc, le programme national d'investissement agricole, qui a tout un chapitre dédié aux questions climatiques, a déjà identifié un certain nombre d'indicateurs, et ces indicateurs seront donc mis dans une plateforme informatisée. Et l'objectif donc du groupe de travail qui est mis en place au niveau national, c'est bien entendu de pouvoir capitaliser toutes ces initiatives, tous ces indicateurs sectoriels qui contribueront à un moment donné à nourrir un dispositif MRV national. Et sur ces questions, je pense qu'on avance assez bien en termes de consultation, en termes de collaboration, en termes de synergie avec les différentes parties prenantes. Diapo. Alors, ça, c'est le contexte. Mais au-delà donc de ce contexte, l'une des priorités pour le pays demeure donc la construction d'un indice de vulnérabilité spécifique à la Côte d'Ivoire. Et, disons, un indice d'adaptation spécifique à la Côte d'Ivoire. Donc, dans cet indice d'adaptation, bien entendu, il y aura un volet indice vulnérabilité et un volet indice de préparation. Donc, c'est la combinaison de ces deux indices-là qui vont permettre de définir ce qu'on appelle l'indice de vulnérabilité et l'indice d'adaptation pour la Côte d'Ivoire. Et tout le management en termes de collecte de données, en termes de collecte, en termes de suivi des indicateurs, en termes de suivi des actions au niveau de l'adaptation, que ce soit dans les CDN, que ce soit dans le processus PNA et divers autres processus en lien d'adaptation, sera donc construit, bien entendu, autour de cet indice de vulnérabilité qui doit être spécifique à la Côte d'Ivoire. Le constat était qu'en 2015, quand les CDN ont été écrits donc pour la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas suffisamment d'indicateurs qui nous permettaient de suivre. Donc là, nous sommes dans la révision des CDN, nous sommes dans le processus PNA et il est important pour nous qu'on puisse développer un indicateur qui nous permet de suivre les progrès accomplis. Diapo. Et voilà un peu la structuration donc de cet indice d'adaptation. On a 5 secteurs prioritaires en termes d'adaptation en Côte d'Ivoire que vous voyez à l'écran. L'agriculture, les ressources en eau, les zones côtières, la santé, l'utilisation des terres. Donc, à ces 5 secteurs prioritaires, donc, sera endossé l'indice de vulnérabilité sectorielle qui sera ensuite agrégé en indice de vulnérabilité globale. Et à côté de là, on aura ce qu'on appelle l'indice de préparation qui résultera donc des indicateurs de préparation économique, préparation politique, préparation sociale. Et c'est ces éléments agrégés là qui permettront donc d'aller vers l'indice d'adaptation. Alors, l'innovation pour nous en termes de développement donc, de cet outil, c'est de pouvoir donc, le lier donc, à ce qu'on est en train d'appeler l'objectif national d'adaptation. Donc, l'objectif national d'adaptation va découler, si vous voulez, de l'objectif global d'adaptation, donc au regard de l'article 7 de l'accord de Paris, en lien bien entendu avec l'article 2, pour nous permettre de construire à partir de cet indice un niveau de référence et se fixer un objectif de moyen de long terme et évaluer donc les progrès accomplis pour atteindre cet objectif de moyen et long terme à partir d'un ensemble d'indicateurs et des données à collecter, d'informations à collecter. Donc, voilà un peu ce qui est préparé dans le cadre, ce qui est préparé pour la Côte d'Ivoire. Et cette activité est conduite conjointement
à travers donc les deux initiatives, ce qu'on appelle la révision donc des contributions déterminées au niveau national et le processus PNA de la Côte d'Ivoire. Donc, pour soutenir efficacement cette démarche, il y a un groupe national de travail qui est mis en place pour renforcer le cadre de réflexion et permettre donc aux différents acteurs de donner leur point de vue pour que le processus, au final, soit assez digeste, assez opérationnel. Diapo. OK. Cependant, il y a quand même des défis, comme Patrick a eu à le dire d'entrée des jeux. La maîtrise de l'adaptation n'est pas aisée, mais il faut quand même se fixer des objectifs, c'est clair. Et bien entendu, les défis qu'on va rencontrer à travers donc l'établissement de ces objectifs, il va falloir qu'on puisse les adresser. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a quand même des recommandations qu'il va falloir prendre en compte dans la construction de cet indice d'adaptation auquel on va coupler un objectif national d'adaptation pour pouvoir mesurer les progrès, notamment la construction du niveau de référence pour lequel il va falloir être très vigilant, et également l'objectif national d'adaptation qui va reposer sur des objectifs sectoriels d'adaptation qui n'est pas forcément aisé, et surtout la planification stratégique et comment est-ce qu'on peut, bien entendu, pouvoir donc collecter les actions, les activités, les informations pour pouvoir donc nourrir cet indice d'adaptation et au final pouvoir mesurer le progrès accompli aussi bien à travers les CDN que le processus PNA. Diapo. OK, donc tout ça, au final, on devrait pouvoir aboutir, comme j'ai dit, à un système national MRV, volet adaptation, bien entendu, qui est basé sur l'indice d'adaptation. Merci pour votre aimable attention. Merci. Donc, ainsi prend fin ma présentation, chers collègues. Nous sommes donc disposés pour les éventuelles contributions, questions, commentaires. À vous. Merci beaucoup. Le prochain intervenant est M. Delop Zanga du Burkina, mais il a l'air d'avoir des problèmes de connexion. Donc, peut-être en attendant qu'il se connecte, on va peut-être déjà pouvoir prendre les quelques questions qu'on a reçues sur le chat. La première question, elle était pour Patrick. Je pense que c'était en quoi consiste la compliance. Patrick, si tu peux y répondre. Oui, merci pour cette question. C'était donc par rapport aux rapports internationaux, les communications auprès de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, il y a oui, la compliance, je ne sais pas si c'est un mot français, peut-être qu'il y a une traduction pour ça qui est meilleure, mais je dirais juste les rapports internationaux. C'est la conformité en français. Oui, voilà, oui, merci. Très bien. La deuxième question, elle était aussi pour Patrick. C'est les systèmes de suivi, évaluation d'adaptation ne doivent-ils pas définir des indicateurs spécifiques pour les PNA sectoriels et agréger le PNA global pour pouvoir faire le suivi du progrès de la mise en œuvre du PNA? Oui, c'est une très bonne question aussi. Ça dépend bien sûr de l'approche de l'adaptation de chaque pays. Certains pays commencent au niveau des secteurs et développent des plans PNA sectoriels. D'autres commencent plus à l'échelle nationale et ensuite cela découle auprès des secteurs. Mais il est très important, comme je l'avais mentionné dans la présentation, d'essayer de faire ce lien de toute façon avec les dispositifs de suivi d'évaluation existants. Et donc, il est très possible que déjà certains secteurs ont développé leur propre système de suivi d'évaluation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire l'état des lieux, voir ce qui est déjà en existence et ensuite créer ces liens à l'échelle nationale. Donc, oui, il peut y avoir des indicateurs pour le secteur, par secteur, et ensuite les indicateurs agrégés à l'échelle nationale. Merci beaucoup. Et en fait, je voulais juste aussi ajouter que c'est aussi lié au processus en soi, où ça dépend vraiment de ce que les pays décident de faire. Certains pays commencent par un processus plus national
qui se décline ensuite au niveau des secteurs ou au niveau infranational, et d'autres pays qui font plutôt du bottom-up et commencent plutôt par les secteurs et ensuite les agrègent au niveau national. Donc c'est vraiment au pays de définir leurs préférences. La prochaine question, c'est en fait par rapport à la diapositive que tu avais, Patrick, sur la communication. Il y avait plusieurs questions. Quelqu'un demandait si tu pouvais donner des éléments de réponse par rapport à ces questions que tu poses sur la communication. Oui, certainement. Donc, oui, j'avais mis, c'est juste des questions à se poser, effectivement, par rapport à la communication. Donc, comment seront présentés les résultats, sous quel format? Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de développement de rapports. De toute façon, comme on l'a dit au niveau de par rapport à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il y aura généralement un rapport à faire, mais ça peut prendre d'autres formes. Il y a aussi les dépliants qui sont des formes plus courtes des rapports, ou bien l'usage des plateformes virtuelles, comme je l'ai mentionné avec le cas du Pérou, où on va suivre les indicateurs, le progrès fait à travers le temps, et en limitant l'accès, bien sûr, et bien sûr l'usage des réseaux sociaux pour faire partager ces informations. Mais dans tous les cas, il est important de nouveau de bien choisir quels seront les publics cibles pour savoir quelles seront les stratégies de communication les plus efficaces pour chaque public. Et donc, il peut y avoir plusieurs formats. On peut avoir un rapport et aussi faire l'usage des réseaux sociaux selon les différents publics qu'on va essayer d'approcher. Merci beaucoup. Je pense que M. Aruna du Burkina est de retour, donc on va peut-être prendre les questions après sa présentation. Aruna, est-ce que vous êtes là? Monsieur Aruna? Alors, je n'ai pas l'impression, donc on peut continuer avec quelques questions. La question suivante, elle était pour la Côte d'Ivoire. Parmi les indices de vulnérabilité, est-ce que quelqu'un dans ce groupe a déjà des expériences ou des documents disponibles pour le cas spécifique de la filière bois énergie en Afrique? Donc c'est pour Douglas, mais ça peut être aussi pour d'autres personnes. Jean Douglas, si tu as des éléments de réponse, sinon si quelqu'un d'autre veut répondre. Parmi les indices de vulnérabilité, est-ce que quelqu'un est disponible pour le cas de la filière bois énergie? Non, 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 pour la filière bois énergie, non, mais je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une étude en cours présentement sur la filière bois. Beaucoup plus sur, bien entendu, les profils des risques macroéconomiques auxquels seront donc associés des indices. Mais cette étude est en cours présentement. D'accord, merci beaucoup. Il y avait aussi une question par rapport à la santé. Est-ce que vous avez travaillé, qu'est-ce que vous prévoyez de faire sur la santé en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire, déjà au niveau de la santé, on a un document de stratégie d'adaptation du secteur de la santé qui cible essentiellement la résurgence donc, des maladies tropicales telles que le paludisme. Donc, ça fait partie d'un des sous-secteurs de la santé qui seront donc regardés de près. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. Ta présentation a suscité beaucoup d'intérêt, donc il y a beaucoup de questions qui sont liées à ça, oui. Notamment les questions de genre. Comment est-ce qu'elles sont intégrées? À quel niveau? La question du genre est prise, sinon sera, disons, est prise en compte déjà dans le développement des indicateurs, des indices. Nous avons deux experts gens qui travaillent sur cette question. Déjà, ce qu'il faut signaler, c'est que dans le cadre donc, de la construction de ces indices et de ces objectifs d'adaptation, il y a un cabinet et un centre de recherche qui ont été mobilisés avec des experts nationaux. Donc, parmi ces experts nationaux, il y a deux experts gens qui travaillent sur le développement des indicateurs. Donc,
toute cette œuvre, pour me résumer, est en cours. Donc, cette question est véritablement prise en compte et je pense que nous avons même un appui du NAP GSP sur l'approfondissement de ce volet, en plus donc de l'appui du GCF qui est mis en œuvre par le PNUD. Nous avons un document de référence sur comment est-ce qu'on pourrait donc garantir la prise en compte du genre avec des métadonnées et des macro-indicateurs par secteur sur les 5 secteurs que j'ai cités. Très bien, merci beaucoup. Douglas, est-ce que tu peux mettre ta vidéo quand tu réponds aux questions, si cela ne te dérange pas? Non, pas du tout. Merci. Parce qu'il y a encore toute une série de questions. Je voulais aussi peut-être donner la parole à Patrick sur la question du genre et l'intégration du genre dans le système de suivi et évaluation. Si tu as des compléments de réponse. Oui, juste un petit mot, c'était par rapport aux indicateurs. Donc, il y a bien sûr la possibilité de désagréger les indicateurs et les données, donc basés sur le genre, justement, pour avoir plus d'informations sur comment les résultats, donc des mesures d'adaptation ont un impact sur différents groupes vulnérables. Donc, oui, de bien essayer de faire cette désagrégation des données et des indicateurs. Merci. Je vais juste vérifier encore si Yarona est de retour. Je n'ai pas l'impression. Alors, on va pouvoir continuer sur quelques questions. Il y avait une question notamment sur le lien entre le système MRV de l'atténuation et, entre guillemets, le MRV de l'adaptation pour Douglas. Allô? Oui. Oui, si tu peux nous parler du lien entre les deux systèmes de suivi. Le MRV, le système de suivi atténuation, c'est ça? Oui, et adaptation. Oui, déjà, ce que nous avons fait, c'est que la première étape de notre démarche, c'était déjà lors de la révision des CDN, faire un état des lieux sur le volet atténuation et un état des lieux sur le volet adaptation. Donc, ces deux états des lieux nous ont donné des indicateurs, disons, de référence sur le volet énergie, sur le volet bâtiment, sur le volet agriculture. Et également au niveau du côté adaptation, il y a des éléments de référence sur l'évaluation des activités des projets. Donc, le lien que nous allons construire, c'est plus au niveau des co-bénéfices et au niveau du financement. Parce qu'il y a des financements qui adressent aussi bien la question le secteur agricole. Le secteur agricole, c'est en même temps l'atténuation et l'adaptation. Donc, nous allons construire le lien au niveau des co-bénéfices et au niveau du financement. Bien entendu, sur les questions de transfert de technologies, il peut y avoir aussi des liens. Donc, ces liens peuvent se retrouver toujours sur la question des co-bénéfices. Donc, voilà un peu les deux volets sur lesquels nous comptons nous engager. Mais les discussions sont toujours en cours au niveau du groupe national de travail sur les MRV. Donc, il y a certains qui sont spécialisés sur le volet financement, d'autres sur le volet adaptation et d'autres sur le volet atténuation. Et il y avait une autre question qui est, je pense, très importante pour la plupart des PMA, qui est la question des données. Comment est-ce que vous allez gérer la question des données pour faire ce suivi, pour créer les indices? Oui, et effectivement, la question des données est une question évidente d'actualité parce que sans données, il est évident qu'on ne pourra pas faire des évaluations assez pertinentes. Donc, dans les TDR du système MRV national qui sont élaborés, l'une des priorités, c'est de savoir de quelles données est-ce qu'on a besoin, qui a la donnée, où prendre la donnée. Donc, après, en fonction des réalités que nous aurons donc à travers cette étude, on verra bien. Mais déjà, il y a ce que nous sommes en train d'expérimenter, surtout d'abord sur le volet atténuation, c'est les MOU, par exemple. Les MOU avec les secteurs comme l'énergie,
du secteur de l'agriculture. Donc, les consultants sont présentement en train de travailler sur des modèles et des MOU qui puissent garantir qu'au niveau institutionnel, on a quand même la collaboration d'un certain nombre d'acteurs clés pour la fourniture de ces données. En plus de cela, pour garantir aussi que les données puissent nous parvenir, le système MRV sera déployé en lien avec les systèmes de suivi sectoriels dans les ministères, dans les institutions partenaires. Donc, il y a tout un travail de coaching, de mise en relation, de MOU, de formation qui, on espère bien, vont nous permettre d'atteindre l'objectif de collecter les données qui puissent nous permettre d'aller de l'avant. C'est pourquoi, comme a dit Patrick dès le départ, l'implication des parties prenantes est très, très, très importante parce que au final, ce sont ces parties prenantes-là qui nous permettent donc de pouvoir mesurer nos objectifs sectoriels d'adaptation. Donc, voilà un peu comment nous sommes en train de procéder actuellement, surtout sur le volet atténuation d'abord. Ça sera le même exemple au niveau du volet adaptation. Merci beaucoup. Catherine, à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde encore. Dans les prochaines 30 minutes, on va faire un petit exercice de groupe. On va vous diviser en 3 groupes pour explorer 3 sujets par rapport au suivi et à l'évaluation du progrès d'adaptation différentes. Alors, on peut commencer avec les résumés. Pour l'équipe numéro 1, pour parler des outils et approches utilisés pour le suivi-évaluation. OK, merci tout le monde. Le groupe a eu à travailler sur les outils et approches. Donc, c'est été retenu, il y a des points qui ont été retenus au niveau du groupe. Donc, c'est l'utilisation des documents, voir les indices de vulnérabilité, les marqueurs budgétaires, le développement d'indicateurs, les documents si forts sur l'adaptation, et puis de voir les guides de la FAO avec le NAP sur le PNA dans le secteur forestier. Il y a des manuels et le suivi d'évaluation au niveau de la FAO. Donc, de consulter aussi des sites. Il y a un site web qui est là. Donc, pour gagner en temps, je ne vais pas lire le tout. Donc, c'est des outils d'approche-là qu'on a proposé pour utiliser pour faire le suivi et évaluation. Il y a des défis par rapport à tout ça. Donc, il y a le changement d'orientation des politiques, la dépendance vis-à-vis des projets en cours dans le cadre du financement, l'agrégation au niveau de l'indicateur, il y a le suivi des activités aussi et des résultats qui ne sont pas tellement connus. Donc, il y a l'indisponibilité d'outils adaptés à chaque thématique. Donc, on ne sait pas aussi quel est le ministère en charge. Il faut qu'on le défi qui doit quand même, quels sont les ministères qui seront impliqués. Donc, par exemple, dans les autres pays, c'est le ministère de l'Environnement. Donc, question de financement des projets en matière de manque d'information, de techniques de montage de projets pertinents. Donc, je ne vois pas ici afficher les avantages. Donc, les solutions, il faut assurer la formation des ministères sectoriels et identifier les besoins pour l'intégration de l'adaptation au changement climatique et puis mettre en œuvre la structure qui permet. OK. Donc, je peux. Donc, les solutions, c'est la formation au niveau des ministères sectoriels
pour identifier les besoins d'intégration de l'adaptation au changement climatique et la mise en œuvre des structures, de mettre en place des consultants à disposition pour faire le diagnostic auprès des secteurs et intégrer les indicateurs aux documents stratégiques, renforcer les capacités, actualiser les compétences, intégrer les indicateurs dans le système national de statistiques, procéder à des dialogues interministériels et faire appel à l'expertise du ministère en charge de l'environnement. Dans notre groupe, on a discuté brièvement de deux exemples du Maroc et du Madagascar. Merci beaucoup aux collègues encore de partager ça avec nous. Et malheureusement, encore 30 minutes ne suffit pas. Hein? Alors, mais on a quand même pu collecter certaines informations qu'on veut partager avec vous. D'abord, au niveau du Maroc, il s'agit d'un système bottom-up et décentralisé et qui est après agrégé au niveau national. Et il existe des chartes régionales dans les différentes régions qui définissent assez bien les rôles et les responsabilités. Mais aussi les chartes, ils sont différents parce que c'est au niveau de... Bon, ils ont eu une grande ownership et dépendant du contexte, la charte a été différente. L'exemple de Madagascar, là, il existe déjà un système de suivi et évaluation au niveau national pour évaluer et bien sûr aussi suivre les indicateurs sur le développement. Et les indicateurs qui sont venus du PNA à la base de certains projets pilotes étaient intégrés alors dans ce système de suivi et évaluation existant déjà au niveau national. Pour le système suivi et évaluation national, c'est le ministère de développement et finances qui est en charge, mais pour les indicateurs au niveau de l'adaptation, c'est toujours le ministère de l'Environnement qui est responsable pour la Connect, avec le soutien bien sûr des autres secteurs, par exemple si c'est ressources en eau ou agriculture. Voilà, ce n'est pas un système suivi-évaluation pour le PNA seul, mais c'est bien intégré dans un système au niveau national sur le développement. Au niveau des avantages, on a pu seulement parler des avantages de ce système de Madagascar. Et là, ce qui est très, bon, c'est un grand avantage, est que les indicateurs peuvent être liés aussi ou répondre aussi aux ODD et aussi au cadre des Sendai. Et je crois que c'est une bonne chose parce que sinon, il y a une prolifération de trop de systèmes suivi évaluation et bien sûr, la charge aussi qui est liée à ce travail. Je suis certaine que aussi pour le système de Maroc, il y a plein des avantages, mais on n'a pas eu le temps de discuter en détail. Mais il y a plein de défis qu'on a pu discuter pour le cas du Maroc. Alors, pour mettre en place un système de suivi et évaluation, la disponibilité de données est un grand défi. Et bien sûr, de comment ces données seront partagées. Et tout ça, il faut bien définir et bien institutionnaliser ces questions, ces responsabilités pour que ça marche. Comme au Maroc, c'est un système décentralisé, il faut à un moment agréger les données au niveau national. Et bien sûr, ça, c'est un défi.
Et comme solution, notre collègue, le professeur, avait dit que, bien sûr, il faut se mettre d'accord sur les unités qu'il faut collecter, sinon une agrégation ne sera pas possible. Et aussi, il faut se mettre d'accord sur le cycle. Et bien sûr, chaque région doit alors, au même temps et aussi sur la même unité, soumettre les données. La quantification des indicateurs, c'est aussi un défi, et ici surtout de séparer quels sont les indicateurs qui répondent vraiment au changement climatique et aussi séparer ces indicateurs des indicateurs qui répondent au développement social ou au développement durable. Voilà. Comme solution, on a retenu certaines solutions des deux systèmes. D'abord, l'institutionnalisation des acteurs et du système en général. C'est très, très important. Et ici, c'est une grande aide d'avoir une charte, soit une charte régionale, si la responsabilité est au niveau régional, ou si c'est au niveau national, ça serait une charte nationale. Mais avec ça, vous avez une très, très bonne définition des rôles et responsabilités. Aussi, il faut définir les approches nationales de collecte de données, soit à travers, par exemple, les ministères en charge d'une certaine thématique, ou à travers les centres régionaux comme au niveau du Maroc. Et il faut aussi être très clair sur le comment, ça veut dire quel outil à utiliser pour cette collecte. On n'a pas noté ici, mais notre collègue a encore partagé avec nous qu'au niveau du Maroc, il y a par exemple un logiciel qui est utilisé au niveau des différentes régions et les producteurs de données, chacun a son mot de passe et peut insérer les données dans le logiciel directement sur place et c'est agrégé plus ou moins automatiquement au niveau national. Et ça facilite vraiment la collecte des données. Et ce qui était aussi mentionné comme très important est de sélectionner un nombre limité et clé pour les indicateurs. Bien sûr, on veut toujours mesurer beaucoup de choses, mais parfois c'est mieux de se concentrer sur un certain nombre et comme ça avoir au moins augmenter la probabilité que la mise en place et l'opérationnalisation est vraiment réaliste. Et notre collègue de Madagascar avait fait aussi encore une référence à la présentation de ce matin, de tout à l'heure de NAP Global Network. Voilà, je voudrais seulement ajouter que dans notre conversation, le professeur avait partagé 2 documents en anglais et en français avec l'exemple du Maroc. Je ne sais pas si les organisateurs peuvent après encore partager avec tout le monde. Et avec ça, je m'arrête et je remercie encore beaucoup les participants pour le partage de leurs exemples. Merci beaucoup, Nelly. OK, alors finalement, on a le groupe numéro 3 qui ont discuté l'intégration du suivi et évaluation de l'adaptation. Alors, Madame Diborsard, si vous êtes en ligne, si vous pouvez nous donner un résumé. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, on a pu en tout cas discuter de l'ensemble des points qui étaient soumis à notre réflexion. Concernant la question du comment intégrer avec les CDN, les ODD, les points suivants ont été proposés. D'abord, commencer par les indicateurs qui existent déjà, y compris les macro-indicateurs. Et si des indicateurs existent déjà dans la CDN et Sendai, ils peuvent être utilisés pour le PNA
prioriser les indicateurs ODD comme macro-indicateurs et les harmoniser avec les indicateurs, identifier les points communs et harmoniser les actions pour un meilleur suivi et évaluation, surtout lorsqu'il s'agit des mêmes ministères responsables des processus. Il faut également capitaliser sur les cadres de coordination existants pour les ODD, notamment tout ce qui est VNR et FPHN, les commissions nationales de coordination. Voilà donc un peu les points qui ont été proposés concernant le premier aspect. Maintenant, sur les avantages, d'abord, l'harmonisation des cadres, ça permet une harmonisation des cadres, également le renforcement des indicateurs qui existent et éviter les répétitions et les doublons. Ça permet également de bénéficier des méthodologies affirmées existantes pour les ODD, le cadre de Sendai. Ça permet également de bénéficier du pilotage politique à haut niveau. Le troisième point permet l'intégration sectorielle, la coordination et la mutualisation des moyens et des efforts. Permet également un cadre intégré pour poursuivre les ODD, le Sendai et l'accord de Paris. L'harmonisation des trois outils, CDN, cadre de Sendai et ODD, permettra d'améliorer la coordination des actions climatiques concertées et permet d'avoir un concept plus juste à tous les niveaux. Un autre avantage qui apporte, c'est des indicateurs de qualité, permet d'apprécier les insuffisances et les lacunes des existants et permet également de réduire la charge de communication pour les pays. En termes de défis, je ne vois pas du tout les défis. OK, c'est bon. En termes de défis, c'est le cadre institutionnel, différents ministères, différents services. En tout cas, on a noté la difficulté d'impliquer tout le monde en même temps au processus national et international. Et il faut une coordination et un processus participatif. Un autre défi, c'est les données robustes. Et la nécessité d'arbitrage et de priorisation des buts et des objectifs. L'autre défi, c'est de disposer d'un mécanisme et d'un système harmonisé de suivi, et surtout de mesures des indicateurs à adapter au niveau de tous les secteurs. Et également, les horizons temporels différents parfois entre le sectoriel et l'équipement à long terme. Un autre défi est de convaincre les parties prenantes à travailler ensemble et de rapprocher leurs buts et leurs finalités. Un autre défi, c'est de disposer d'outils harmonisés qui couvrent tous les indicateurs et une plus forte implication du politique, ce qui permettra le décloisonnement et une plus forte coordination, renforcer les capacités des acteurs et des cadres dans l'utilisation des outils. Un autre défi, c'est l'implication du politique. Ça, on l'avait déjà dit. Également, un autre défi qui est au niveau sectoriel. Certains sont en avance dans la mise en œuvre par rapport à d'autres. Et enfin, comme chaque outil est envisagé à chaque direction du ministère séparément, en premier lieu, il y aura un conflit d'intérêts sur le plan de la coordination et de la mise en œuvre. Et pour les solutions pour faire face à ces défis, ne pas réinventer la roue, déjà utiliser l'existant au niveau national, renforcer les capacités, la sensibilisation continue et l'implication de toutes les parties prenantes, et la collaboration entre les ministères, en tout cas techniques, et également le partage des données, la mise en place d'un comité interministériel pour une meilleure coordination des efforts et capitaliser sur les mécanismes existants, les renforcer et les adapter aux besoins du PNA. L'utilisation des plateformes utilisées dans le cadre des ODD, l'accessibilité aux informations à temps et la mise en place autour de ce qui gère les différents cadres pour encourager la capitalisation technique de chaque ministère, impliquer toutes les parties prenantes,
la nécessité d'une coordination au niveau du système des Nations Unies pour aider les pays et la prise en compte du camp d'action de Sendai et des ODD dans le PNA et des PND des États et opportunité en tout cas de mettre à niveau et adapter le système statistique national à la transition verte des pays, ce qui permettra une meilleure intégration à terme des différents cadres et permettra également de réduire le grand problème de l'intersectorialité. Et pour terminer, il y a le réajustement des ODD pour tous les pays qui ont des arrangements mis en place pour répondre à l'agenda 2030. Voilà donc les travaux du groupe 3. Merci. Merci bien, Catherine, et nous nous excusons parce que nous avons eu des soucis de connexion ici dès que Patrice a commencé sa présentation. Alors, déjà, nous remercions le Réseau mondial PNA pour cette opportunité de nous permettre en tout cas de partager avec l'ensemble des acteurs les expériences de Burkina Faso en matière de suivi et évaluation du PNA. Alors, pour commencer, il faut dire que ce processus-là a véritablement été enclenché en 2018 déjà, surtout grâce à l'appui du réseau, pardon, du PAS PNA. Voilà. OK, la présentation a été affichée. Merci bien. Donc, si vous permettez, je vais suivre un peu le fil de la présentation proposée. Donc, le PNA du Burkina Faso qui a été déjà adopté en 2015 et notre défi, c'était vraiment le système de suivi et évaluation des différentes actions du PNA. Alors, je pense que je vais passer sur certaines diapositives. Voilà, merci. Alors, pour ce qui concerne les activités en lien avec le suivi et évaluation du PNA du Burkina Faso, je disais tantôt que le projet d'appui scientifique au processus national des plans nationaux d'adaptation, qui a déjà mené des études en janvier 2019, surtout l'étude portant un diagnostic du dispositif de suivi et évaluation, pardon, dispositif institutionnel, a relevé des difficultés liées au suivi du PNA de Burkina Faso. Et ces lacunes-là, en tout cas, nous ont permis d'adopter des stratégies et des actions en vue d'opérationnaliser le système de suivi et évaluation du Burkina Faso. Alors, le même projet PAS-PNA nous a appuyé dans l'élaboration d'un document de suivi et évaluation qui a été validé en décembre 2019. Et cette étude-là a proposé les indicateurs du PNA aussi bien que pour la CDN. Donc, c'est un document qui propose un peu l'architecture que le système de suivi et évaluation de Burkina Faso, en tout cas, doit adopter. Ainsi, après cette étude-là, il fallait renforcer les différents acteurs qui seront chargés, en tout cas, du suivi et évaluation. Parce que, vous le savez, le PNA a plusieurs secteurs, secteurs prioritaires. Donc, ces différents secteurs-là sont représentés par des points focaux. Et la seconde étape après l'étude-là, c'était de former les différents acteurs-là sur les indicateurs à renseigner pour ce qui concerne le suivi et évaluation. Et grâce au soutien du réseau mondial PNA, cette activité a eu lieu du 22 au 25 juin à Koudougou, au Burkina Faso, où en tout cas une trentaine de personnes ont été outillées quant au suivi et évaluation du PNA et de la CDN. Leurs capacités ont été véritablement renforcées, surtout en matière des indicateurs et bien entendu de l'harmonisation même des indicateurs proposés au niveau du PNA ainsi que les indicateurs au niveau des politiques sectorielles. Comme vous le savez, le Burkina Faso
depuis 2018, a adopté une dynamique en termes de budget programme où on a essayé d'organiser les différents secteurs. Alors, c'est donc dire que chaque secteur de planification a un certain nombre d'indicateurs et il revenait vraiment aux participants de différents secteurs-là de voir est-ce que les indicateurs proposés pour le PNA sont en cohérence avec les indicateurs prévus dans chaque politique sectorielle. Et ce travail a été fait également et nous disons que ça a été vraiment une réussite et vraiment les acteurs en tout cas ont vu leurs capacités renforcées. Donc, c'était là le résumé de ce qui a été fait, mais bien avant cela, je tiens à rappeler qu'entre 2016 et 2018, nous avons tenté de faire juste un état des lieux de la mise en œuvre de notre PNA. Et ça n'a pas abouti justement parce que les dispositifs de suivi et évaluation n'étaient pas opérationnels et que sans indicateur bien précis, on n'est pas arrivé vraiment à avoir un bon état des lieux. Et Dieu merci, nous avons les points focaux qui ont été déjà désignés. Et nous avons eu une étude sur le dispositif. Nous avons formé les acteurs sur les indicateurs. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment comment faire un état des lieux de la mise en œuvre de notre PNA, surtout avec toutes les connaissances acquises voilà, en matière de suivi et évaluation. Et c'est vraiment notre grand défi. Et tous les acteurs dont les capacités ont été renforcées seront mis à contribution et cela va nous permettre en tout cas d'avoir un bon rapport qui retrace un peu la mise en œuvre du PNA et bien entendu d'envisager la révision très prochainement. Et sur ces derniers aspects, le réseau mondial PNA promet nous accompagner et nous disons merci au réseau mondial pour cet appui pour la session de renforcement des capacités et évidemment pour les prochaines étapes à venir. De manière résumée, voilà ce que je pouvais dire. S'il y a quelques incompréhensions, je reste à l'écoute. Et je suis allé un peu plus vite parce que nous, on a raté déjà le temps qui nous était imparti. Ce n'était pas également de notre faute, c'est dû à un problème de réseau. Mesdames et messieurs, je vous remercie et voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, on s'excuse aussi de ne pas vous avoir permis d'avoir tout le temps imparti au départ. Donc, on va conclure le webinaire, il nous reste 2 minutes. Je voudrais donc remercier encore une fois les présentateurs, Patrick, Douglas et Aruna, de leur présentation. Je voudrais également remercier tous les participants au groupe de travail qui ont permis d'enrichir nos réflexions et on va pouvoir partager les résumés de ces discussions. J'ai noté notamment quelques outils qu'on a pu présenter dans le groupe 1, notamment ceux de la GIZ, du PNUD et de la FAO. On a aussi discuté de quelques avantages, notamment au niveau de l'harmonisation, du fait que ça donne plus de visibilité à l'adaptation. Il y a beaucoup de défis qui sont communs à beaucoup de pays concernant le partage et la collecte des données, l'agrégation des indicateurs, les ressources et les capacités, la coordination notamment. Il y a eu aussi quelques solutions qui ont été présentées au niveau de l'institutionnalisation de ce système de suivi, de se baser sur l'existant, de faire participer les parties prenantes, notamment ce qui est très important pour la collecte des données, le partage des données, et peut-être aussi d'avoir des chartes de partage, de faire participer aussi l'Institut de la statistique notamment. Et il y a évidemment aussi toute la question de renforcement de capacités. Donc, on a eu des discussions qui m'ont semblé très intéressantes et j'espère qu'ils vous ont semblé très intéressantes. Nous avons enregistré ces discussions et on va pouvoir partager l'enregistrement. On a aussi préparé un questionnaire pour voir votre appréciation de ce webinaire et Mélanie vient de le poster sur le chat et vous l'enverra.
Et surtout, on voudrait rester en contact avec vous, que ce soit au niveau du NAP-GSP que je représente pour le PNUD, ou au niveau du NAP Global Network avec Patrick et d'autres collègues comme Catherine qui sont dans cette discussion. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aux adresses qui sont sur la diapositive, donc à mon adresse mail ou à l'adresse info du NAP Global Network, et n'hésitez pas également à aller sur nos sites internet. Donc voilà, on finit juste à l'heure. Je vous remercie encore beaucoup de votre participation et restons en contact. Bonne journée, bonne soirée.